C'est la première fois que je donne une conférence sur le vaudou en Martinique. Je l'ai fait à plusieurs reprises en Haïti, mais aussi à Paris, à Bordeaux, dans plein d'endroits. C'est en fait une recherche que j'ai commencée en 1998 et que je menais ensuite dans le cadre d'un doctorat que j'ai commencé en 2001. En fait, je voulais comparer les pratiques du vaudou entre Port-au-Prince, Gonaïves, qui est plus au nord, et en Île-de-France, mais également à New York. Et en fait, je l'ai fait en suivant les itinéraires de pratiquants du vaudou, des Ougans, donc des officiants, ou des Mambos. Ça a été le début de ma thèse, et après j'ai élargi en fait ce champ à l'étude de la migration haïtienne et aux pratiques migratoires entre Haïti et l'Hexagone. On va commencer une petite mise en bouche par une vidéo historique. In Haiti, a divine spirit is called a Loa. Legba is a Loa who is the link between the visible mortal world and the invisible immortal realms. He is the means and avenue between them, the vertical axis of the universe. As guardian of the sacred gateway, it is he who grants contact with the other Loa. Legba must be the first Loa to be ritually saluted if this is to be achieved. For this reason, the crossroads is the most important of all ritual figures. Whether drawn in flower on flat ground or traced in the air, the sign of the crossroads is always the juncture where communication between worlds is established, where the traffic of energies and forces between them is set up. Through the center post, the Potomitan, gods enter. At its base, the Vevers are drawn. Around the center post, all ritual movements and dance revolve. The Rada rites are a basic African tradition in which the deities play a protective role. They are benevolent and paternal. The Laplace, who is an apprentice and assistant to the priest, carries a sword representing the guardian god of the temple. Donc cette vidéo, qui est une vidéo historique, en fait, a été tournée par Maya Deren de 1947 à 1951 en Haïti. Et Maya Deren, qui est née en Ukraine, qui a immigré ensuite aux États-Unis, est une militante de gauche, une figure du cinéma indépendant et expérimental américain. Et en fait, au début des années 1940, je vais passer sur la vidéo. Non. Ah ben ça remet. Ah ben finalement ça marche. Et au début des années 1940, en fait, elle devient l'assistante de Catherine Denham, qui est cette pionnière et chorégraphe des danses afro-américaines. Et en 1946, Maya Deren obtient une bourse de la Fondation Guggenheim pour aller filmer les danses caribéennes, et elle s'attache plus particulièrement à Haïti, où elle s'initie d'ailleurs au vaudou. Donc cette vidéo vous montre que le vaudou est une religion paysanne à la base, une religion donc populaire, chantée et dansée. Et Alfred Métro, qui est un ethnologue suisse qui a pris la nationalité américaine, il a publié un ouvrage en 1958 qui s'appelle Le vaudou haïtien, qui est un ouvrage très important et qui figure, il y
Il y a une dizaine d'années, je l'avais retrouvé dans un temple vaudou dans le sud d'Haïti et il sert de base à certains officiants du vaudou parce qu'en fait, il a décrit minutieusement un certain nombre de rituels et donc ça permet de conserver une histoire de ces pratiques. Et Alfred Métro donc, a dit du vaudou que ses sectateurs lui demandent ce que les hommes ont toujours attendu de la religion, des remèdes à leurs maux, la satisfaction de leurs besoins et l'espoir de se survivre. Et en fait, c'est une définition assez juste de ce que le vaudou représente pour les serviteurs, c'est ainsi qu'on les appelle, les pratiquants du vaudou, car c'est en fait un art de vivre, c'est aussi une cosmogonie, c'est-à-dire une vision holiste qui situe en fait l'être humain en relation avec les éléments de l'univers. C'est aussi un commerce des esprits, parce qu'en fait les serviteurs ont une relation assez privilégiée avec les esprits, qu'on appelle les loas, et c'est une relation de don contre don, c'est-à-dire que les serviteurs nourrissent leurs esprits par le biais des cérémonies, et en échange, les esprits leur accordent leur protection. Et c'est donc un commerce parce que on vient consulter donc les Ougans et les Mambo à travers ce qu'on appelle des leçons, qui sont des moments de divination, où des personnes qui ont des problèmes de santé ou qui rencontrent des difficultés dans leur vie vont à la rencontre de ces officiants du vaudou pour savoir ce qu'il faut faire dans le cadre de cette religion. Et donc c'est véritablement un commerce, et le plus souvent c'est comme ça que les Ougans en fait, et les Mambo cumulent un petit capital pour ensuite ouvrir leur temple. Le vaudou a été le plus souvent réduit à des pratiques qui lui sont apparentées, comme la sorcellerie et la zombification. Et c'est d'ailleurs, ces pratiques apparentées ont été stéréotypées par le cinéma hollywoodien à partir des années 1920-1930. Et dans l'imaginaire occidental, le vaudou ne se résume qu'à ça, à la sorcellerie et à la zombification. Et ce sont deux phénomènes qui existent, qu'il ne faut pas nier, mais qui ne sont pas dominants dans le vaudou. Le vaudou, donc une religion afro-américaine, au même titre que la santeria cubaine et le candomblé brésilien, pour ne prendre que cela. Et donc l'histoire du vaudou est intimement liée à la traite négrière et à l'esclavage, mais aussi à la résistance contre l'esclavage. Le vaudou a été très important avant la révolution de Haïti, la révolution haïtienne qui a commencé en 1791. Certaines pratiques du vaudou étaient mobilisées dans la lutte contre les colons et contre les soldats de l'armée napoléonienne. Il y avait notamment des pratiques d'empoisonnement. Et donc c'est à partir de la jeunesse d'Haïti, de l'histoire d'Haïti, que l'on peut comprendre, c'est seulement à partir de cette histoire que l'on peut comprendre véritablement la place que le vaudou occupe dans nos imaginaires. Et donc je voulais savoir qui parmi vous connaît la cérémonie du bois caïman? Ok, minorité de personnes plutôt. Donc la cérémonie du bois caïman a eu lieu en août. Alors la date est assez disputée, mais il a fallu fixer une date pour le bicentenaire de la commémoration de la cérémonie. Les historiens sont encore partagés. Donc c'est une cérémonie qui a eu lieu en août 1791 et qui a donné le coup d'envoi à l'insurrection des esclaves de la plaine du Nord, donc au nord d'Haïti, dans ce qui allait aboutir à l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 2004. Et donc, la plaine du Nord, donc de la... 1804, pardon. Oui, merci. 1804. 2004, c'est le bicentenaire. Donc, 1er janvier 1804, indépendance d'Haïti. Et à partir de cette cérémonie, donc, vaudou du bois caïman, vous avez là une des représentations, il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs tableaux qui ont été peints à ce sujet. Et donc à partir donc, de cette cérémonie du bois caïman, on va donner plusieurs interprétations du vaudou. L'historiographie haïtienne, à partir des années 1920, donc les historiens et les anthropologues haïtiens vont en faire l'événement fondateur d'Haïti. Au XIXe siècle, cette cérémonie est relativement discrète et assez peu commentée par les historiens haïtiens. Il y a quatre versions de cette cérémonie qui existent. L'autre interprétation, c'est celle de Ernesto De Martino, qui est un ethnologue italien et marxiste, qui voit dans le vaudou une religion de libération, du fait que les esclaves aient pu se libérer de l'esclavage grâce au vaudou. Et plus près de nous, notamment à l'occasion du séisme de 2010, les pasteurs américains et haïtiens en ont fait la cause de tous les malheurs. Le vaudou était à l'origine de tous les malheurs d'Haïti. La première description de la cérémonie, on la trouve dans un ouvrage publié par un blanc créole
martiniquais qui a séjourné en Haïti et qui a publié en 1793 un ouvrage dont le titre est assez long, Description topographique, physique, civile, politique, historique de la partie française de l'île de Saint-Domingue. Et il a plusieurs extraits. Il y a plusieurs extraits donc, qui décrivent le vaudou dans cet ouvrage qui est en plusieurs volumes, qui est un ouvrage assez conséquent. Et il écrit notamment d'autres qui sont privés de l'usage de leur sens et qui sont tombés sur place, toujours en dansant dans une pièce voisine où une dégoûtante prostitution exerce quelquefois dans l'obscurité le plus hideux des empires. Et donc à plusieurs reprises, on trouve ce type de description assez moralisante et raciste. Et en fait, Moreau de Saint-Méry va initier toute une littérature américaine et européenne décrivant le vaudou, donc principalement sous ce genre de description. Et donc il y a les voyageurs, des voyageurs européens, américains, des missionnaires, catholiques, mais aussi protestants, mais aussi des diplomates qui vont publier un certain nombre d'ouvrages qui consistaient en fait à dénigrer Haïti à partir du vaudou. Et ces ouvrages en fait ont été le plus souvent publiés dans la seconde moitié du XIXe siècle et en fait on retrouve une similitude assez forte entre les descriptions qu'on peut faire à la même époque de l'Afrique qui est en pleine colonisation européenne et ce que l'on décrit des pratiques que l'on peut observer, des pratiques du vaudou que l'on peut observer en Haïti. En fait, la fabrication de cette image négative du vaudou est indissociable de l'affront qu'a représenté l'indépendance haïtienne pour la modernité capitaliste qui s'est construite sur la traite négrière et sur l'esclavage. Et ces deux traits, en fait, sont indissociables parce qu'en fait, le vaudou représentait la preuve par excellence que les nègres étaient incapables, c'était le mot qui était employé à l'époque, les nègres étaient incapables de se gouverner par eux-mêmes, et en plus le vaudou était la preuve d'une absence totale de civilisation. Et ce qui a été assez compliqué en fait pour les élites haïtiennes, il y avait des élites haïtiennes aussi bien mulâtres que noires qui allaient le plus souvent se former à Paris, certains à l'anthropologie, et en fait, ils étaient pris dans une relation contradictoire, c'est-à-dire qu'ils cherchaient à lutter contre le dénigrement de l'Occident à l'égard d'Haïti, mais en même temps, ils avaient les outils intellectuels des endroits où ils avaient été formés. Donc, ils étaient pris dans des injonctions contradictoires, et notamment, ils étaient très mal à l'aise par rapport au vaudou, parce qu'ils savaient que c'était une pratique populaire qui venait d'Haïti, qui était dénigrée par l'Occident, et en même temps, il fallait défendre la place d'Haïti dans le concert des nations. Donc, une certaine littérature haïtienne a pu se montrer assez ambiguë à ce sujet. Un exemple assez parlant du dénigrement d'Haïti sur la scène internationale a été offert par Faustin Soulouque. Donc, Faustin Soulouque, qui a gouverné de 1847 à 1859, qui s'est autoproclamé empereur sur le modèle de Napoléon, et qui était donc un despote. Il a assassiné des opposants mulâtres et en plus il a donné libre cours aux pratiques du vaudou dans l'espace public, ce qui était évidemment assez mal vu par l'élite mulâtre. En fait, Faustin Soulouque a fait l'objet de plusieurs ouvrages, notamment l'ouvrage de Gustave Dallot, qui est le nom d'emprunt en fait du consul de France en Haïti, le général consul Maxime Rébaud. Et Maxime Rébaud donc décrit dans cet ouvrage à plusieurs reprises que Haïti est en pleine réaction de barbarie africaine. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un de ces multiples ouvrages qui ont contribué donc au dénigrement d'Haïti sur la scène internationale sur la base des pratiques du vaudou. Et Laëné Curbon, donc sociologue haïtien du CNRS, a très bien décrit ça dans son ouvrage Le barbare imaginaire. Et donc, on remarque, quand on voit les stéréotypes qui circulent sur les vaudous, quand on voit ce qui est écrit sur Facebook, on peut remarquer la puissance des stéréotypes qui circulent toujours à l'égard de cette religion et qui ont été forgés dès le XIXe siècle, et même à la fin du XVIIIe. En 1860, alors plutôt de 1859 à 1867, donc c'est la présidence de Fabre-Geffrard, et il signe en 1860 un concordat avec le Vatican. Et donc ce concordat donne lieu à des prérogatives vraiment exceptionnelles pour le Vatican qui
qui s'arroge un certain nombre de pouvoirs, et l'État haïtien n'a aucun droit de regard sur ce que peuvent faire les prêtres bretons, parce que ce sont essentiellement des prêtres bretons qui seront envoyés en Haïti. Parce que si vous voulez, jusque-là, il y avait ce qu'on appelle les pères savanes. Les pères savanes, ce sont des prêtres catholiques, on pourrait dire défroqués, hérités de la période coloniale, et jusqu'au Concordat, en fait, ils parcouraient les campagnes haïtiennes pour développer un embryon de catholicisme, mais nécessairement déformé, puisqu'il n'y avait pas de prêtres catholiques. Donc cela va changer à partir de 1860, et l'objectif de ces prêtres bretons sera de faire reculer donc l'obscurantisme, de faire reculer les superstitions, et d'essayer d'évangéliser les campagnes haïtiennes. Donc on aura 3 campagnes antisuperstitieuses de 1896 à 1900, de 1911 à 1912 et de 1939 à 1942. Donc la dernière, celle qui s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale, est celle qui est le mieux renseignée. En fait, il s'agissait pour ces prêtres catholiques, là vous avez encore un tableau qui montre donc la campagne qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, les prêtres catholiques se rendaient dans les villages auprès des umfo, qui sont les temples vaudous. Ils demandaient aux prêtres de rassembler tous les objets rituels, qui sont assez nombreux, et ils en faisaient sur une place publique, ils en faisaient des autodafés, et ils obligeaient les Ougans et les Mambos à prononcer le serment des rejetés, par lequel ils disaient ne plus avoir recours au vaudou. En fait, ces prêtres ont échoué, évidemment, à lutter contre le vaudou, d'une part parce que le vaudou et le catholicisme sont étroitement entremêlés. Dans les enquêtes que j'ai faites dans de nombreux temples, on m'a affirmé qu'il fallait être baptisé dans le catholicisme pour pouvoir être initié au vaudou. Les cérémonies vaudou, dans celles auxquelles j'ai pu assister, commencent par des prières, par des Notre Père, par des Ave Maria, pendant au moins 1h30, 2 heures. Donc voilà, et il y a aussi les chromos, qui sont des chromos, donc les chromos des saints catholiques, qui sont présents dans tous les temples vaudous et qui en fait permettent de personnifier les esprits du vaudou. Et à chaque esprit du vaudou correspond un saint catholique. Et d'autre part, lutter contre le vaudou en faisant donc ces autodafés et le serment des rejetés revenait en fait à reconnaître la puissance du vaudou et à le reconnaître du moins au même stade que la religion catholique. Donc on va faire un détour par la Martinique et par la Guadeloupe, puisqu'on se situe donc à la seconde moitié du XIXe siècle. Et il faut savoir qu'à la suite de l'abolition de l'esclavage en 1848, un grand nombre d'Antillais, surtout de Guadeloupéens, ont migré vers Haïti, ils ont émigré en Haïti, parce que la Constitution établie à la suite de l'indépendance de 1804 accueillait tous les Noirs du monde, et donc un certain nombre de Guadeloupéens, ce sont surtout des Guadeloupéens qui ont émigré, voulaient développer donc des opportunités économiques avec Haïti, et ils étaient surtout insatisfaits des conditions, notamment des nouvelles conditions de travail qui se sont donc établies à la suite de l'abolition de 1848. Et je me souviens d'une dame assez âgée, là on se situe plutôt dans les années 1930-40, que j'avais rencontrée au début des années 2000, et qui me racontait que son grand-père, donc commerçant à Port-au-Prince, avait donc des partenaires économiques en Guadeloupe, et de temps en temps, ces partenaires leur confiaient donc une jeune fille, il les mettait en plaçage auprès de ce commerçant haïtien, et donc il l'a ramenée en Haïti pour servir de bonne. Donc ça, c'est pour vous expliquer très rapidement les liens qui ont pu exister donc, dès le XIXe siècle entre la Guadeloupe, la Martinique et Haïti. Et à partir de 1870, donc de la Troisième République, va se développer l'idéologie de l'assimilation qui a été promue par les élites guadeloupéennes et martiniquaises. Et en fait, il s'agissait par cette idéologie de faire entrer la Martinique et la Guadeloupe, mais aussi les autres colonies, de les faire entrer dans le progrès tel qu'il était défini à l'époque, pour leur permettre de rejoindre la civilisation française. Donc c'était vu comme une progression, si je puis dire. Et donc, c'est peut-être à partir de là, du fait de l'adoption des modèles français, du modèle occidental, que l'on peut peut-être situer cette relation contrariée qui peut exister entre le vaudou et la Guadeloupe et la Martinique. C'est une hypothèse que je fais, hein. Il y a rien de, ce n'est pas une vérité absolue.
Donc on va revenir sur cette histoire rapide du vaudou. Donc là, on arrive plutôt au XXe siècle. Le XXe siècle haïtien, dont on dit qu'il commence avec l'occupation américaine d'Haïti de 1915 à 1934. Cette occupation s'est notamment manifestée par le rétablissement de la corvée, qui consistait en fait à recruter gratuitement des paysans haïtiens pour leur faire des travaux publics et notamment les voies de circulation. Cette occupation américaine a provoqué une très forte résistance paysanne, notamment menée par plusieurs leaders, Benoît Batraville, le plus connu est Charlemagne Peralt, qui a été donc capturé et exécuté publiquement par les Marines américains. Cette occupation américaine a également provoqué une résistance intellectuelle et idéologique que l'on connaît sous le nom d'indigénisme, que l'on peut comparer rapidement, mais ça a ses limites, qui est l'équivalent en fait haïtien de la négritude. Et pour Jean Price Mars, qui est l'un des promoteurs les plus connus donc, de l'indigénisme, il fallait en fait associer le peuple haïtien à la Renaissance nationale. Et donc c'est la première fois que l'on voyait les élites haïtiennes s'intéresser au peuple haïtien. Et donc il y a eu tout un nombre, une littérature assez importante, ce sont les premiers ethnographes, sont haïtiens, ça a commencé dès le 19e, les descriptions du vaudou proprement haïtiennes. Et en fait, dans les années 1940, en 1940, on voit la fondation de l'école d'ethnologie haïtienne. L'Institut d'ethnologie sera lui dirigé par Jean Price Mars, et il y aura également la création du bureau d'ethnologie sur une idée avec Jacques Roumain et Alfred Métro. Donc au bureau d'ethnologie, il y aura la formation à partir de ce bureau de troupes folkloriques, et en fait les enfants de l'élite étaient mobilisés pour rejoindre des troupes privées, et en fait on faisait venir des Ougans et des Mambos pour leur apprendre à danser et à chanter les rythmes et les pas de danse du vaudou. Et à partir de là, dès la fin des années 30, en fait, il y a une véritable opération nationale de valorisation du vaudou. Les gouvernements haïtiens successifs vont s'approprier ces productions culturelles vaudou pour faire la promotion d'Haïti à l'étranger. Et ce sera particulièrement le cas sous les Duvalier. François Duvalier a créé le groupe des Griots en 1932. Il a également créé la revue éponyme, donc les Griots, en 1938. Et en fait, c'était l'époque, puisque les années 1930 ont vu le développement des théories raciales, et donc il va véritablement ériger la race noire en l'occurrence, comme une véritable doctrine nationale. Et pour ça, il s'est inspiré des théories du comte Arthur du Gobineau et des théories de Alfred Rosenberg, qui était le théoricien du racisme nazi. En 1957, donc, François Duvalier est élu président. Il s'autoproclame, comme de nombreux prédécesseurs avant lui, président à vie. Et en 1971, il décède pour laisser la place à son fils Jean-Claude Duvalier. Donc là, vous voyez un tableau d'Édouard Duval-Carrier, Mardi Gras à Fort-de-France, à Fort-Dimanche. Fort-Dimanche était en fait cette prison où l'on torturait les opposants au régime duvalieriste. En robe de mariée, c'est Jean-Claude Duvalier, celui qui a un visage moitié crâne, moitié homme, c'est François. On voit Maman Simone, donc Simone Duvalier sur la droite, et il y a l'archevêque de Port-au-Prince qui soutenait la dictature, mais également des militaires. Et donc sous Duvalier, paradoxalement, le tourisme a connu un grand essor, notamment canadien, américain et européen, et à la suite des troupes folkloriques, de nombreux hôtels vont développer ce qu'on appelle les voodoo shows, où on donnait à voir aux touristes ce qu'ils avaient envie de voir, c'est-à-dire tous leurs fantasmes. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est une carte postale qui correspond assez peu, en fait, à ce qu'on peut voir dans les cérémonies vaudou, où ce sont des cérémonies généralement assez prudes, où les gens sont habillés, et ça ne correspond pas évidemment à ce que les touristes voulaient voir d'un certain type de vaudou. Et là encore, ça correspond à tous ces clichés, tous ces stéréotypes qui ont été construits au XIXe siècle.
En outre, François Duvalier va, pour asseoir son pouvoir, il va utiliser tous les symboles du vaudou, et notamment un certain type de langage. Il va également utiliser les temples vaudous qui en fait étaient construits en réseau, et au même titre qu'il y avait des instituteurs ou des économistes ou des fonctionnaires qui étaient tontons macoutes. Les tontons macoutes, ce n'étaient pas seulement des militaires. Il y avait également des Ougans et des Mambos qui étaient tontons macoutes et qui renseignaient en fait le pouvoir sur ce qui se passait dans les quartiers et dans les villes de province. Et on dit par exemple que il y a la statue du marron inconnu, il y a la flamme éternelle du marron inconnu qui est à quelques centaines de mètres devant le palais national, et on a dit qu'il y avait, ça c'est tous les mythes qui ont circulé sur la relation de François Duvalier avec le vaudou, et on a dit qu'il y avait un souterrain qui reliait le palais national au sous-sol de la statue du marron inconnu, et que la flamme était alimentée par les sacrifices vaudous des opposants à Duvalier. Et même François Duvalier, puisqu'en fait les ancêtres dans le vaudou, les ancêtres sont divinisés, ils deviennent des lois, ils deviennent des esprits. Et à la suite de son décès, François Duvalier est devenu le loi 22 autres. Et il arrive des fois qu'ils prennent possession de certains serviteurs du vaudou dans les cérémonies. Donc à la suite, d'ailleurs la dictature duvalieriste est accompagnée d'un exode massif d'Haïtiennes et d'Haïtiens à l'étranger, et notamment des pratiquants du vaudou. Et quand j'ai reconstruit l'histoire des troupes folkloriques depuis Haïti, j'ai rencontré des anciens membres de ces troupes folkloriques qui m'ont raconté qu'à l'occasion de tournées en Suisse, au Canada ou en Afrique, ils profitaient en fait de ces tournées pour ne pas retourner en Haïti et s'exiler, et ensuite, et donc à chaque fois, les troupes revenaient avec le tiers de la moitié ou même pas du tout de membres. Et c'est comme ça en fait que le vaudou haïtien va s'implanter aussi bien à New York qu'à Paris. Et donc dans ma recherche sur les pratiques du vaudou à Paris, j'ai rencontré une ancienne danseuse de la troupe montée par Mathilda Beauvoir. Mathilda Beauvoir qui est une femme de la bourgeoisie haïtienne, formée à l'école de Sainte-Rose de Lima, qui était l'école prisée de l'élite haïtienne, école catholique. Et en fait, à la fin des années 60, elle a monté à Pigalle, à la cité Véron, le club Le Vaudou. Haïti est à Paris tous les soirs. Mathilda Beauvoir, est-ce que vous avez un spectacle folklorique ou alors est-ce que vous donnez un service religieux chaque soir? Vous savez que le folklore sort de la religion. Donc, tout tourne autour du vaudou en Haïti. C'est notre religion. C'est une religion où nous croyons en un Dieu unique et nous avons des chants, des danses, des scènes de possession. Pourquoi le vaudou à Paris? Parce que je ne saurais pas vivre sans le vaudou. Puisque je vis à Paris, donc il faut que je vive dans mon vaudou. Il me faut le vaudou pour vivre. Nous avons un calendrier et chaque jour, nous avons une cérémonie différente. Par exemple, tout ce mois de juin, nous aurons les esprits Ogou. Nous allons invoquer les esprits Ogou. Les Ogou, ce sont des esprits particuliers? Ce sont des esprits guerriers qui marchent sous le signe de l'eau, du fer et en même temps du feu, qui sont d'une très grande force. Ils sont très puissants.
Donc voilà, c'est à partir des années 1960 que le vaudou s'est implanté à Paris, que certaines danseuses qui formaient la troupe de Mathilde Beauvoir. Donc là, ce que vous voyez, effectivement, c'est une cérémonie qui a lieu dans le cabaret. Il y a encore des prêtres et des Ougans et des Mambos qui font des spectacles destinés au grand public à partir du vaudou. Et ça crée un certain débat, en fait, au sein du vaudou. On les appelle les Ougans paillettes ou les Mambos paillettes. Et certains pratiquants du vaudou préfèrent se détacher de ces spectacles pour que dans leur pratique, on les prenne au sérieux. Certains Ougans et Mambos donc, qui font ces spectacles assument complètement parce que pour eux c'est une forme de valorisation et de légitimation du vaudou et pour eux c'est aussi une façon de rendre hommage à leurs esprits que de le rendre visible au grand public. Donc en tout cas ça alimente toujours les débats. Déjà dans les années 60-70, Mathilde Beauvoir a fait l'objet d'un certain nombre de critiques et comme vous avez pu le voir là les robes étaient plutôt courtes alors que dans les cérémonies vaudou dans les campagnes les robes sont plutôt longues. Donc voilà, là c'était plutôt destiné aux spectateurs et pour satisfaire un petit peu cette dimension spectaculaire. Et la dimension spectaculaire et théâtrale du vaudou fait partie des cérémonies en fait. La qualité d'une cérémonie repose en partie sur sa dimension spectaculaire, théâtrale, sur une esthétique assez développée et l'assistance va commenter de façon positive ou négative certaines cérémonies en fonction justement de cette théâtralité. Et par exemple, Michel Léris a parlé de vestiaire de personnalité et de théâtre sacralisé pour parler du vaudou, parce qu'en fait, les personnes qui sont possédées par leurs esprits doivent respecter une certaine mise en scène qui transmettent les caractères et les traits particuliers de chaque esprit. Et donc j'ai enquêté donc dans ma recherche, j'ai enquêté auprès d'un temple vaudou qui se situait dans la cave d'un pavillon de banlieue au sud d'Haïti. Il s'agissait en fait d'un temple et d'une famille spirituelle à la tête de laquelle, qui était dirigée par une Mambo haïtienne qui était arrivée dans les années 70 à Paris, qui elle-même avait 3 enfants et elle déclarait, c'était très surprenant, elle déclarait ses revenus auprès des impôts en tant que profession libérale. Elle allait faire ses courses pour les cérémonies chez Métro et elle déduisait ses courses de ses impôts. Enfin, c'était quelque chose de très bien organisé et j'ai eu l'occasion de voir des policiers, mais aussi des inspecteurs des impôts qui venaient dans les cérémonies et qui essayaient, à mon avis un peu en vain, de calculer les revenus en ratio avec le nombre de personnes qui étaient présentes dans les cérémonies. Donc il y avait 2 cérémonies grand public, parce qu'évidemment toutes les cérémonies ne sont pas ouvertes au grand public. C'était le 1er mai, donc les cérémonies en l'honneur de Cousin Zaka, donc le Loa de l'agriculture, et les cérémonies donc, du 1er novembre en l'honneur des Loa Guédé, donc les esprits de la mort. Et ce qui m'a surpris, c'est que la famille spirituelle dans ce temple était essentiellement composée de Guadeloupéens, de Martiniquais et de Guyanais. Donc la Mambo m'avait interdit de pouvoir leur parler. Je n'étais autorisé qu'à parler avec sa fille, qui était également Mambo. Et ceux qui m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais là? Tu es journaliste. » Bon, anthropologue dans le grand public, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc journaliste, c'est un peu apparenté. On passe du temps avec eux, on discute. Et eux me disaient on leur avait recommandé d'aller voir cette Mambo parce qu'ils avaient des problèmes dans leur quotidien. Certains avaient des problèmes de santé. Et donc certains n'hésitaient pas à faire accumuler la médecine liée au vaudou, la médecine par les plantes et la biomédecine. L'argument qu'a repris la fille de cette Mambo, donc, qui tenait ce temple, disait qu'un grand nombre donc, de Guadeloupéens, de Martiniquais et de Guyanais venaient dans ce temple pour retrouver leurs racines africaines, qui avaient été perdues à cause de l'esclavage. Certains disent que c'est à cause du bimidum qu'on a perdu nos racines. Et donc, tous, en tout cas, mettaient en avant ce lien qu'il y avait entre les Haïtiens, les Guadeloupéens, les Martiniquais et les Guyanais, ce lien lié à l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage. Donc voilà, je vous ai fait une rapide histoire sociale et politique du vaudou haïtien et on peut échanger maintenant. J'espère que vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention.